Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur UC2M News. Merci de nous suivre en direct aujourd'hui sur UC2M TV et sur YouTube et Twitter et les réseaux sociaux. Et très vite, nous nous retrouverons en replay sur les réseaux partenaires de Sciences Po Alumni, de la veille de Presse Info Plus et de Manager Santé. Vous pouvez dès à présent, dès maintenant, nous poser vos questions à nos invités. Nous traitons ici et maintenant des questions d'organisation de la santé avec l'Université du Change Management en médecine. Aujourd'hui, ce jeudi 23 avril à 18h30, toujours en pleine actualité épidémique et sanitaire, nous échangeons sur l'engagement des jeunes médecins dans la lutte contre le coronavirus et les questions essentielles de leur formation bouleversée. Le titre de notre émission est Covid-19, les jeunes s'engagent à fond. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Patrice Diot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Tours et vous êtes le président de la conférence des doyens de médecine. Le docteur Lamia Kergiana, bonjour, vous êtes la présidente de Jeunes Médecins Île-de-France. Justin Bress, vous êtes le président de l'ISNI. Vous êtes Bonjour. À Marseille, je crois. Mathieu Tomaso, vous êtes porte-parole de l'ISNAR IMG. Je crois que vous nous suivez de Caen ou de Cherbourg. Je n'ai pas très bien compris. De Caen ou de Cherbourg ? Cherbourg. Très bien. Et Sébastien Villard, bonjour. Vous êtes le vice-président de la NEMF. Je voudrais d'abord vous demander, comme nous le faisons avec nos invités depuis cette étrange période que nous vivons, comment vous-même vous affrontez cette question de l'épidémie, comment vous vous êtes confronté, comment vous vivez cette confrontation brutale, si l'on est, à une situation aussi grave. Lamia, vous êtes vous-même anesthésiste réanimateur à Paris, à la PHP, à Lariboisière, donc un grand hôpital, Lariboisière. Je voudrais notamment, je vous remercie, vous nous avez communiqué quelques images de votre service. Vous sortez, je crois, d'une garde, une longue garde, et j'aimerais bien que dans quelques instants, quelques courts instants, vous nous commentiez peut-être ces images que vous nous avez fait parvenir, si notre réalisateur Olivier Madard veut bien nous les diffuser. Et vous allez peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous faites vous-même depuis plusieurs semaines dans votre hôpital de Lariboisière. Lamia, Oui, à la Rivoisière, du coup, depuis l'enclenchement du plan blanc, on a procédé à plusieurs aménagements pour permettre d'augmenter notre capacité en lit de réanimation. Et là, la première photo que vous avez vue, c'est la photo de la salle de réveil. Donc, en fait, où on a mis des plusieurs postes de ventilation pour permettre d'accueillir en salle de réveil les malades non Covid, parce que des grandes surfaces, avec une aération, ne pouvaient pas permettre d'accueillir des patients Covid. Et puis surtout, l'épidémie Covid n'empêchait pas des patients non Covid d'être atteints d'affections diverses nécessitant de la réanimation. Du coup, grâce à la salle de réveil, nous avons eu au total environ 12 lits de réanimation non Covid pour remplacer les 24 lits de réanimation non Covid habituels. Ensuite, il y a deux autres photos qui montrent en fait, donc là, en fait, on est en période de bio-nettoyage puisque c'est une unité qui a été fermée. C'était le bloc d'orthopédie qui a été transformé en unité de réanimation. L'avantage de ces blocs, c'est qu'ils sont très grands, donc on pouvait mettre deux. On vous a perdu, je crois, Lamia. Oui, on vous a perdu. Vous recommenterez ces images. Je vous remercie, mais on va vous retrouver grâce aux techniques de notre réalisateur Olivier Madard. Peut-être Patrice Diot, vous-même. Oui, on a perdu Lamia pour l'instant, mais on va la retrouver. Patrice Diot, vous-même, donc vous êtes pneumologue au CHU de Tours. Vous êtes retourné
enfin vous avez poursuivi peut-être ou retourné dans votre service pour prendre en charge des malades. Qu'a fait un doyen comme vous, à la fois doyen de son université, de sa faculté, mais aussi président de la conférence, Patrice Dio? Et on reprendra Effectivement, après Samia. j'ai été confronté à un double enjeu qui était d'une part de me rendre utile pour les soins et de me réinvestir davantage que d'habitude dans les soins, avec la particularité que mes collègues, qui sont tous plus jeunes que moi, m'ont demandé de m'occuper plutôt des soins hors Covid que des soins Covid. Mais voilà, je me suis évidemment réinvesti dans les soins et puis dans le même temps, on a été impacté du jour au lendemain ou presque, par la fermeture des universités et donc par l'urgence d'organiser une continuité pédagogique. On avait au tout début de la crise, pris l'engagement d'organiser des ECN préparatoires. C'était très important pour les étudiants. Il fallait que ce soit bien fait. Il fallait préparer la suite et donc mettre en place un certain nombre d'outils. Et ça nous a beaucoup occupés. Oui, et on va évidemment y revenir, notamment dans la deuxième, rapidement, et dans la deuxième partie de notre réunion. Alors, de notre rencontre, je voulais simplement peut-être que vous nous disiez à Tours comment les choses se passent. D'abord, vous êtes dans un service vous êtes pneumologue, dans un service de pneumologie. Ce sont en général des services très impliqués dans cette période. Oui, on a complètement réorganisé la vie de l'hôpital et en particulier la vie du service de pneumologie qui a été, maintenant c'est moins vrai, hein, mais qui a été un service Covid, même si on n'est pas dans une région la plus touchée au plan épidémiologique. Mais ce qui m'a frappé, c'est la réorientation du jour au lendemain des stratégies de soins sur tout le territoire, dont il faudra d'ailleurs tirer la leçon. C'est l'un des éléments à réfléchir au terme de la crise. Avec plusieurs arrivées de malades qui vous ont été envoyés, en particulier de la région parisienne, je crois, chez Des vous. malades essentiellement relevant de soins de réanimation, qui est le service juste à côté du mien. Hein. Mais effectivement, on avait des ressources en lit qui ont été mises à disposition des régions les plus impactées. Et en l'occurrence, ce sont des patients d'Île-de-France qui sont venus pour être traités dans le service de réanimation. Bien accepté par les soignants de Tours. Ma question n'est pas tout à fait sans arrière-pensée. Bien accepté par les soignants de Tours et par la population d'une manière générale. Très bien accepté. Tout le monde a très vite compris que l'épidémie, dans la phase qu'on vivait, touchait de façon très significativement différente les régions. On avait des ressources de soins et ça n'a vraiment posé absolument aucun problème, y compris à des moments où on s'interrogeait sur les ressources en mesure de protection. Je parle des masques, je parle des solutions, etc. Mais il n'a jamais été question de refuser une prise en charge de patients à partir du moment où on avait la possibilité de le faire et on n'était pas submergé par la demande de soins. Les responsables des collectivités territoriales, locales, etc. aussi, ça a bien fonctionné de ce point de vue-là. L'accueil, Je pense pas qu'ils aient selon vous. été très concernés. C'est un accueil. Les patients descendaient des moyens de transport. En l'occurrence, les patients dont je parle sont arrivés par voie d'air hein, et non pas par le train. Et ils allaient directement à l'hôpital. Donc, je ne dis pas que les collectivités n'ont pas un rôle à jouer dans la crise, mais pas au niveau de ce dont on est en train de parler. D'accord. Lamia Kerjiana, est-ce que vous voudriez revenir peut-être avec nous, avec les deux autres photos et un petit peu nous les Oui. commenter dans cet hôpital très particulier de la Riboisière à Paris, très actif dans la crise? Donc du coup, cette photo-là, c'était une des salles d'opération du bloc d'orthopédie dans lesquelles donc il y avait 3 salles dans lesquelles il y avait à chaque fois 2 patients par salle. Là, c'est un petit peu particulier parce que cette partie a fermé puisqu'on a réussi à faire sortir tous les patients Covid qui s'y trouvaient et qui est en phase de bio-nettoyage avant de reprendre une activité plus conventionnelle voilà, de bloc opératoire. Et donc les patients qui étaient là ont, pour la plupart, été ventilés sur des respirateurs d'anesthésie et avec tout ce qui nécessitait, tout l'appareillage que nécessite un patient de réanimation. Et la dernière, en Il fait, y en c'était avait. la salle de Voilà. réveil de ce bloc d'orthopédie, de ce même bloc d'orthopédie. Et donc, comme vous voyez sur la gauche, il y a un respirateur d'anesthésie qui a été mis en place, voilà, avec des pousserins. Enfin voilà, tout ce La, qui allait situa- bien pour les prendre en charge. Lamia, la situation est maintenant un tout petit peu moins tendue qu'elle n'a été. Comment avez-vous vécu, j'allais dire, l'acmé de cette crise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé de 24 lits de réanimation à 10 lits
de réanimation et de soins continus. Donc, et à l'heure actuelle, on est encore au-delà des capacités habituelles, enfin au-delà du nombre de lits habituels, bien que ça commence à régresser en effet. Je vais poser. Merci Lémir, on va discuter de tout ça. Juste pour aller un petit peu rapidement, Justin Bresse, vous à Marseille, qu'avez-vous fait et comment avez-vous vécu d'une manière générale? Comment avez-vous vécu cette crise à la fois comme responsable que vous êtes d'un syndicat important, mais également, j'allais dire comme jeune médecin que vous êtes, que vous serez rapidement? Alors à Marseille, on fait pas partie des régions qui ont été le plus touchées par le Covid. Mais je pense que comme partout en France, on s'est préparé à une vague épidémique importante, d'autant qu'en début d'épidémie, on n'avait pas vraiment connaissance de la portée qu'aurait et de la saturation des services. Il y a eu beaucoup de réorganisation, étant donné que les soins non urgents ont été déprogrammés. On s'est retrouvé avec beaucoup d'internes qui étaient en capacité d'apporter une aide et qui sont venus renforcer les lignes de garde pour renforcer les filières de soins qui allaient de la régulation SAMU au niveau du 15 jusqu'au service de réanimation, en n'oubliant pas les fonctions support de biologie, de radiologie, qui eux aussi ont dû être réorganisés pour faire face à l'épidémie. Comment vous l'avez jugé cette période pour vous, même si on y est encore évidemment, mais une période très stressante, peut-être également, je crois qu'on peut le dire, exaltante peut-être, parce qu'on voit bien l'importance des missions que l'on a et que l'on aura dans sa vie professionnelle, non? Petit commentaire. Alors, ça a été une période très particulière, surtout parce qu'il y a eu de la réorganisation. Au final, une charge de travail qui a été très importante pour certains internes dans les services concernés en Île-de-France et en Grand Est, mais pour beaucoup, en fait, ça s'est montré plutôt par un creux d'activité par rapport à l'activité habituelle. Et beaucoup d'internes qui se sont portés volontaires, beaucoup de solidarité. Vraiment, nous, on a fait un appel à volontariat et beaucoup de gens ont répondu pour renforcer. Ça a été très marquant ces fonctions support. On a par exemple les internes de psychiatrie qui ont proposé de participer aux différents dispositifs de soutien qui ont été mis en place. Vraiment une belle solidarité, une épreuve qui a été plus marquée par effectivement des besoins d'adaptation rapide à une situation nouvelle et une pathologie qu'on ne connaît pas, un besoin de vérifier les informations, de les partager, de les valider. L'utilisation des réseaux, des réseaux sociaux et d'internet, des plateformes d'information qui a beaucoup servi entre nous pour partager des bonnes pratiques. Mathieu, je voudrais vous poser un petit peu la même question. Alors vous êtes, Justin, vous êtes rhumatologue, hein, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est ça? Mathieu Tomaso, vous êtes le porte-parole de l'ISNAR, vous êtes un jeune médecin généraliste en formation. Oui, donc c'est ça. Allez-y. Comme ça a été rappelé, donc il y avait une différence entre les différentes régions. La situation dans le Grand Est n'a pas été la même que la situation en Normandie, par exemple. Et d'un point de vue donc personnel, en tant qu'interne, quand on a vu arriver cette vague, il a fallu se réorienter sur différents plans. Il y a eu le plan du confinement, par exemple, à gérer, parce que même s'il ne nous concernait pas, puisque nous étions toujours en fonction, il y avait quand même des bouleversements dans l'organisation du quotidien qu'il fallait gérer. Malgré tout, il y a eu notre quotidien d'étudiant qui a été bouleversé, puisque les obligations universitaires ont dû être mises provisoirement de côté. Et puis nous, d'un point de vue professionnel, moi je suis en ambulatoire actuellement, par exemple, il y avait un besoin de continuer la permanence. On avait une exigence de pouvoir continuer le suivi des patients, de les prendre en charge malgré la crise. Et en même temps, on devait s'organiser pour pouvoir faire face à cette crise et prendre les nouvelles données avec lesquelles on devait faire, à savoir
comment prendre en charge cette nouvelle pathologie qui n'a toujours pas de traitement, comme ça a été rappelé, comment prendre en charge l'isolement des patients qui se retrouvaient confinés et donc qui vivaient pas forcément tous bien cette situation. Et puis, comme ça a été dit, dans toutes les subdivisions, les internes se sont mobilisés, leurs structures se sont mobilisées pour oui. Mathieu, finalement, vous l'avez vécu vous-même personnellement et vos camarades, soit de votre syndicat, de votre organisation ou vos proches, de manière plutôt comme une expérience dure, difficile, ou au contraire, dans le fond, très riche, où on apprend plus de choses, on est vraiment confronté immédiatement à la réalité du métier, en un mot? Je pense qu'effectivement, on a tous eu quelque chose à apprendre, mais l'expérience n'a pas été la même partout. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que tous les internes de médecine générale étaient prêts à être réaffectés en fonction des différents besoins. Nous étions tous mobilisés. Après, le ressenti a nécessairement été différent pour chacun d'entre nous et chacun des situations que nous avons vécues. Sébastien, comme jeune étudiant encore, hein, je crois que vous êtes en 4e année de médecine, Sébastien Villard, et vous êtes le vice-président de l'ANEMF, vous-même, et puis peut-être revenir sur un sujet que je voulais voir avec vous, mais avec également d'autres, peut-être ce que vous avez fait, vous avez pris les uns et les autres pas mal d'initiatives de soutien, notamment à vos camarades, j'imagine de soutien psychologique en particulier. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment le doyen Dio a regardé tout cela. Sébastien d'abord. Oui, absolument. Les étudiants en médecine sont à peu près dans deux situations actuellement, c'est-à-dire que dans un premier cas, que ce soit au niveau des personnes du bureau de l'ANEMF et puis aussi de tous les étudiants en médecine, ils sont mobilisés sur le terrain, soit en étant en stage ou en étant vacataires, et les expériences, comme il a été dit précédemment, sont diverses. Et puis il y a aussi un deuxième cas, ce sont tous les étudiants qui ont vu l'université, leur centre de formation fermé pour une durée indéterminée et des examens à réadapter, des concours dont les dates ont été modifiées, et puis aussi des inquiétudes sur les réformes en cours. Et aussi, l'ANEMF a eu ce rôle-là d'apporter un cadre réglementaire aux différentes mobilisations des étudiants en santé, en tout cas de travailler sur ces cadres-là. Et puis d'un autre côté, c'est d'accompagner les étudiants dans la continuité pédagogique. Je pense particulièrement au tutorat PACES, où on a travaillé avec l'UNES, l'Université numérique en santé et en sport, pour que les concours blancs puissent avoir lieu en dématérialisé, ou encore avec le Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé. Comment on peut prévoir un accompagnement psychologique, un soutien en cette période qui est plus que nécessaire et qui devra perdurer en post-crise. D'accord, je vais demander au doyen Dio sur ce point particulier peut-être un commentaire sur le soutien des étudiants et d'en venir maintenant à probablement, et je remercie celles et ceux qui nous posent des questions sur les réseaux sociaux, et d'en venir maintenant à l'actualité à la fois des études et à la fois des concours. Tout le monde attend effectivement d'y voir un peu plus clair. Patrice Dio. Alors si je puis me permettre, oui. Excusez-moi, parce que du coup, comme j'ai l'impression qu'on va changer de thématique, je voulais parler de quand même la réorganisation du temps médical à la Riboisière, qui a été l'exception qui a confirmé la règle à la PHP. Avec un temps médical qui a été du coup transformé des gardes de 24 heures en planning de 12 heures, qui a permis d'éviter l'épuisement des professionnels de la réanimation, mais aussi d'anesthésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réorganisations dont j'ai parlé au départ a été possible grâce au travail main dans la main des réanimateurs médicaux et des anesthésistes réanimateurs, mais également de tous les services d'aval qui se sont organisés pour accueillir nos patients, que ce soit en amont ou en aval des services de réanimation. Mais en tout cas, tout ce qui est la réorganisation du temps de travail médical sur la Riboisière, c'est fait quand même donc au prix de transfert d'anesthésistes de blocs opératoires grâce à la fermeture des blocs programmés vers les services de réanimation, mais également grâce à la seniorisation des internes et en fait rapidement, ce qui a été le facteur limitant,
ça a été le personnel paramédical pour l'ouverture des lits à la phase toute initiale de la crise. Et je tiens à préciser également que les externes ont joué une part très importante dans la complétude Les équipes. des plannings d'IDE, puisqu'il y en a énormément qui ont, pour les plus jeunes, c'est-à-dire deuxième et troisième année, pris des contrats pour faire aide-soignant, et pour les plus vieux, qui étaient même parfois des D4, donc qui allaient passer l'internat, enfin qui vont passer l'internat dans quelques semaines, ont pris des contrats d'infirmiers et d'infirmières pour nous aider dans la réorganisation, et ça, il faut le souligner. Parce que en fait, faut pas oublier que la situation pré-crise à la PHP et dans d'autres hôpitaux publics était loin d'être au beau fixe. Quand même, ce que je vous disais au départ, d'ailleurs, que nous avions une capacité de réanimation en temps normal de 24 lits. En réalité, il s'agit de 12 lits de réanimation médicale, 12 lits de réanimation chirurgicale, mais la réanimation chirurgicale pourrait fonctionner en 20 lits en temps normal si ils avaient le nombre de paramédicaux nécessaires. Donc, vous voyez, on part d'une situation quand même difficile avant crise. D'accord, oui. Donc on voit effectivement à la fois les questions essentielles d'organisation, mais aussi dans une certaine mesure, si je comprends bien, la souplesse quand même de l'organisation ou l'adaptation nécessaire et qui a quand même été réalisée. Patrice Dio, peut-être un point, si vous le voulez bien, sur ces questions d'organisation, mais également, pour en venir maintenant également à la question centrale de notre entretien de ce jour, les réformes, en tout cas, comment on va s'adapter pour les études médicales, mais également les concours à venir. Vous nous faites un point et une discussion avec nos... Oui. Si vous permettez, je voudrais moi aussi souligner le formidable élan de solidarité dont ont fait preuve les étudiants de deuxième cycle, ce qu'on appelle les externes, de troisième cycle, les internes, mais aussi les étudiants de premier cycle, dont certains ont vu convertir les actions prévues dans le service sanitaire dans d'autres actions dans la lutte contre le Covid, par exemple, la réponse aux appels téléphoniques, en particulier au début de la crise dans les centres de régulation. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement marquant et extrêmement réconfortant et enthousiasmant même, je dirais. Alors, s'agissant des études, donc du jour au lendemain, les universités ont fermé. J'ai parlé de cette continuité pédagogique et on a plusieurs enjeux. Des enjeux de court terme qui sont les examens et les concours de fin d'année, examens facultaires, mais aussi, vous savez, ces grosses épreuves très lourdes en termes d'organisation que sont les ECN et les PACES, les concours PACES. On y reviendra peut-être. Et puis, on avait des enjeux d'un tout petit peu plus long terme qui étaient les mises en place des réforme du premier cycle, réforme du deuxième cycle, et puis aussi la fin de la réforme du troisième cycle, puisque toutes ces réformes arrivent en même temps, ce qui est d'ailleurs très cohérent d'un point de vue pédagogique. Alors, il se trouve que la réforme du premier cycle doit être mise en place à la rentrée. C'est la réforme des études, de l'entrée dans les études de médecine. Et en fait, elle était inscrite sur Parcoursup pour les jeunes qui préparent actuellement leur baccalauréat. Il n'est donc pas possible ni question de la repousser. Et il reste un travail à achever pour la mettre en place dans de bonnes conditions. Et vous comprenez que ce travail est moins facile là en période de confinement, d'autant plus que il faut des interactions entre des enseignants de médecine et puis d'autres facultés. À côté de ça, nous avions en préparation la réforme du deuxième cycle, une réforme à laquelle on tient énormément les étudiants comme les enseignants et comme la conférence des doyens, qui est une véritable évolution pédagogique qui permet de sortir d'une logique, si tant est que ce soit logique, d'empilement de connaissances à une approche par compétence. C'est très important, il faut qu'on le réussisse. Et nous avions la fin de l'année pour être tout à fait prêts. Simplement, cette arrivée du confinement fait qu'il nous est apparu impossible de réussir dans de bonnes conditions la mise en place à la rentrée de la réforme du premier cycle et du deuxième cycle, ce qui nous a amené, et vraiment à notre corps défendant, je dirais, à demander au ministère de repousser d'une année la mise en place de la réforme du deuxième cycle
tout en faisant profiter au demeurant les étudiants qui rentreront à la rentrée en 4e année de médecine des évolutions pédagogiques auxquelles nous sommes arrivés et que nous continuerons à développer à la rentrée prochaine. D'accord. Patrice Dio et nos autres invités, traitons d'abord, s'il vous plaît, et répondons aux questions qui nous sont posées et qui sont extrêmement nombreuses sur la PACES. Calendrier, manière de faire, comment vous allez organiser ça. Vous nous confirmez donc bien que les épreuves vont avoir lieu dans chaque université sur la PACES. Patrice Dio. Les épreuves auront lieu la deuxième quinzaine de juin principalement, dans des conditions auxquelles on est en train de travailler, parce que bien entendu, il n'est pas question d'exposer les jeunes à des risques de contamination qui dépasseraient celles qu'il y a dans la vie quotidienne. On n'est évidemment pas en capacité aujourd'hui de savoir dans quelle situation sanitaire exacte on sera à ce moment-là, mais on met en place l'ensemble des moyens nécessaires pour faire face, en particulier en termes de protection individuelle pour les étudiants, de mesures de distanciation, etc. Bon, c'est un travail qui m'occupe quotidiennement, que je mène avec l'ensemble des doyens des facultés de médecine, mais aussi des autres composantes de santé, avec les présidents d'université, avec les ministères concernés, et les choses... sauf si la situation épidémiologique venait à se dégrader, seront organisées dans des conditions satisfaisantes pour les étudiants. Donc, et rappelez-nous à peu près les dates, ça dépendra, ça dépendra de chaque université exactement. On a beaucoup de questions, soyons précis là-dessus, à peu près, si vous pouvez l'être. Les dates sont connues. Elles ont été validées dernièrement par les ministères de tutelle. Elles sont connues dans les facultés. Je ne les ai pas toutes en tête. Les premières commencent le 15 juin et puis s'étalent sur 2 semaines dans l'ensemble des universités. D'accord. Donc, il faut inviter les étudiants à aller regarder faculté par faculté, université par université, mais toutes ont déjà annoncé ou en tout cas pris les dispositions techniques pour fixer le calendrier. C'est cela, hein, Patrice Dio ? Absolument, absolument. Voilà. Donc, beaucoup de questions sur ce sujet. Je crois que nous y répondons. Alors, je prends une question quand même. Si les épreuves du second semestre PACES sont maintenues, quelles dispositions pour les étudiants avec maladies chroniques ou qui côtoient des malades dans leur famille ? C'est une bonne question. Est-ce que vous-même et peut-être Sébastien, etc., vous avez réfléchi à cette problématique, Monsieur Dio ? Oui, bien sûr, oui. Il faut qu'on soit attentif aux étudiants en situation de fragilité, puis il faut qu'on soit attentif aussi aux étudiants qui peuvent, pour certains d'entre eux d'ailleurs, être confinés dans d'autres pays que la France. Donc on est très très soucieux de ces questions. Aujourd'hui, la réflexion consiste à se dire que ces étudiants qui se signaleront comme étant à risque devront avoir des possibilités d'accès qui ne les exposent pas à être à proximité des autres groupes d'étudiants, même si dans tous les cas les mesures de distanciation individuelle seront prises. On sera particulièrement attentif à ces étudiants. Donc c'est également un travail en cours avec des mesures qui ne sont pas encore complètement calées, mais évidemment ce problème est au cœur de nos préoccupations. Alors il y a beaucoup de questions, vous vous en doutez, mais je vais également interroger nos jeunes intervenants. Oui, Sébastien, et puis sur le numerus clausus, hein, il y a beaucoup de questions qui demandent est-ce qu'il y aura de fortes augmentations de numerus clausus. Je vous laisse quelques instants, Monsieur Dio, pour réfléchir à votre réponse. Sébastien. Oui, je partage tout à fait les éléments qui ont été donnés juste précédemment par Patrice Dio. Pour ajouter d'autres éléments, c'est aussi il faut veiller aux étudiants qui sont actuellement isolés parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre leur famille avant le confinement, qui sont peut-être seuls dans leur chambre universitaire, qui n'ont peut-être pas accès aux outils numériques pour pouvoir réviser correctement. Il ne faut pas oublier ces étudiants-là et les accompagner dans cette période qui est difficile. Oui. Est-ce que Justin, Bress ou Mathieu, vous voulez intervenir ? Ou Lamia, évidemment. Oui, allez-y. Justin Bress, président de l'ISNI. Allez-y. Alors nous, sur les dispositions
universitaire, la plus grande modification, c'est par rapport à la réforme du troisième cycle qui est en train de, Oui, ça, on va en qui est en parler. train de se terminer, à se mettre en place. On avait déjà de grandes inquiétudes avant l'épidémie sur la mise en place harmonieuse de cette réforme, et là, les inquiétudes sont décuplées. On n'est pas certain que pour le prochain changement de semestre de ce nouveau statut de docteur junior, les choses seront mises en place correctement, pas tant au niveau du travail des ministères et de la conférence des doyens, mais plus par rapport aux interlocuteurs que sont les ARS, qui actuellement sont complètement débordés et qui déjà en temps normal montrent de grandes difficultés à répondre à ces problématiques qui sont très spécifiques et très complexes de la formation des médecins. Donc là-dessus, on a beaucoup d'inquiétudes. Et en plus, tous les interlocuteurs sont surtout axés sur la partie prise en charge de l'épidémie, déconfinement. On voit bien qu'au niveau de l'enseignement supérieur et recherche, tous les autres secteurs universitaires du premier et du deuxième cycle sont concernés par des bouleversements et la prise en compte de concours qui focalisent aussi toute l'attention. Oui, parce que évidemment, il n'y a pas que les ECN et pas que la PACES. Et je ne sais pas si Mathieu Thomasou, vous voulez dire un mot à ce moment de notre entretien. Sinon, on va demander à Patrice Dio de faire une synthèse peut-être sur toutes les formalités qui sont devant nous et tous les événements, en posant quand même une autre question que j'ai relevée dans les chats. Je remercie, c'est les étudiants qui seraient à l'étranger. Et comment les choses vont-elles se passer pour eux? Voilà, peut-être nous refaire maintenant, Patrice Dio, peut-être un point sur l'internat, sur les ECN également. Alors Mathieu, à moins que Mathieu, vous vouliez intervenir à ce niveau? Oui, allez-y. Dites un mot et puis Patrice Dio interviendra après. Je vais être très bref puisque là, beaucoup de choses a déjà été dit, mais c'est vrai que je voudrais souligner que sur la formation, il y a eu une nécessité de report de plusieurs obligations universitaires, y compris chez les internes de médecine générale, et on restera vigilant à ce que nos formations soient bien reportées et rattrapées et non annulées. On est bien conscient qu'actuellement la priorité était la gestion de la crise. Mais on restera vigilant sur le fait qu'il faut que notre formation ait bien lieu. Patrice Dio, peut-être pour rappeler notamment sur les ECN la situation, et peut-être sur ces étudiants, soit les étudiants qui passent ces examens en étant des étudiants étrangers et des étudiants français qui seraient, pour des raisons familiales, eux-mêmes à l'étranger. Est-ce que vous avez des réponses? Ce sont des questions qui nous sont posées. Les épreuves classantes nationales donc, sont prévues la semaine du 6 au 10 juillet. Normalement, c'est sur 3 jours, donc elles devraient s'achever le 8 juillet. Le sujet, c'est encore une fois lié à la distanciation et au fait que ces épreuves classantes nationales, qui se font sous forme numérique, se font dans des salles donc, qui sont connectées et qui sont très contrôlées, labellisées. On est en train d'étudier l'impact des mesures de distanciation sur éventuellement la nécessité de recourir à d'autres salles, des salles qui existent d'ailleurs dans les facultés de médecine, qui sont des salles supplémentaires prévues, mais en général non utilisées. Il faut donc qu'on les teste de façon à ce que les choses se passent tout à fait bien lors de ces épreuves classantes nationales, si l'espacement entre les étudiants nécessitait d'avoir des salles supplémentaires. Ça, c'était pour les ECN. Pour ce qui est des étudiants à l'étranger... Pour les ECN, vous nous reprécisez-nous, parce que franchement, il y a tellement de questions et des demandes de précision pour que tout le monde, que nous soyons utiles et informatifs, que tout le monde ait bien compris sur les calendriers. Redites-nous les calendriers. Semaine du 6 au 10 juillet, c'est-à-dire qu'on prévoit toujours que les épreuves puissent s'étendre sur 5 jours en cas, par exemple, de difficultés techniques. En l'absence de difficultés, les épreuves sont réalisées sur 3 jours. Mais je pense qu'il faut rappeler que les étudiants doivent garder une disponibilité toute la semaine du 6 au 10 juillet. C'est sans doute les dates à retenir. Voilà. Et ça, c'est à votre initiative et à celle du ministère, mais également les agences régionales de santé. Reprécisez-nous les choses. Puisque Justin Bresse nous disait que effectivement les administrations, ministères étaient évidemment très tournées
vers la gestion de la crise épidémique et que toutes ces questions mettaient du temps à être analysées et surtout à ce que les informations passent correctement à tout le monde. Non, le sujet des ECN ne concerne pas les ARS, hein. Il est traité directement entre les facultés de médecine et puis les ministères et les services du ministère, en particulier le Centre national de gestion. Sur le numerus clausus, vous vouliez dire quelque chose et sur les étudiants étrangers peut-être? Numerus clausus, évidemment, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les étudiants. D'abord, je voudrais rappeler que le numerus clausus ne peut pas être vu comme un outil de régulation médicale. Le numerus clausus, quand on le bouge, il y a des effets 15 ans après. Donc, ça n'est pas en bougeant le numerus clausus qu'on va résoudre le problème du Covid, même si je comprends très très bien que dans l'esprit du public, ça puisse être considéré comme une solution, mais ça n'en est pas une. Pour autant, il faut effectivement augmenter le nombre de médecins qu'on forme en France. Le numerus clausus va disparaître. Cette année, c'est la dernière promotion qui est soumise à un numerus clausus. Les facultés de médecine ont fait des propositions d'augmentation du numerus clausus, mais je dois rappeler ici que ce ne sont pas les doyens qui décide du numerus clausus. C'est une décision qui dépend du gouvernement, qui est d'ailleurs publiée sous forme d'un arrêté. Et comme les étudiants, les doyens attendent impatiemment que l'arrêté soit publié parce que, effectivement, le 23 avril, il faut que les étudiants sachent ce qu'est ce numerus clausus. Qui veut intervenir à la fois sur ces sujets et puis comme le temps passe très vite, également je voulais avoir votre sentiment sur la reconnaissance que vous avez acquise et puis les rémunérations probablement qui vont vous être accordées sur vos engagements, en tout cas celles et ceux qui se sont engagés, enfin toutes les initiatives nombreuses que vous avez prises les uns et les autres. Vous voulez revenir parce que on va bientôt passer au troisième point que je voulais voir avec vous. Alors, je veux bien intervenir sur la question je voulais revenir sur alors comment on ne se voit pas, c'est d'abord Sébastien, peut-être, et après Justin, oui, allez-y. Oui, pour revenir sur la question du... D'accord. Sébastien Villard. Pour revenir sur la question du numerus clausus et puis des réformes en cours dans les études de médecine, en effet, le numerus clausus, s'il augmente, en tout cas, il devra s'accompagner de moyens en termes humains et aussi financiers pour accompagner la formation des étudiants en médecine. Parce que nos réformes, elles sont ambitieuses, même si la réforme du deuxième cycle est reportée d'1 an. Les étudiants qui n'ont pas bénéficié de cette forme souhaitent quand même voir leur formation améliorée, notamment la mise en place de l'approche par compétences dans leurs stages et aussi dans leurs enseignements. Et il faut des moyens pour développer, par exemple, l'annulation ou aussi des moyens humains pour avoir plus d'encadrants en stage ou dans les enseignements universitaires. Et puis, concernant la question de la valorisation actuelle des étudiants en médecine, on a entendu la semaine dernière donc une prime allait être versée pour les étudiants, pour les personnels soignants. En tout cas, nous, ce que nous espérons, c'est que les étudiants en médecine qui se sont investis, soit en tant que vacataires, soit sur le temps de stage hospitalier ou en ambulatoire, soit valorisés par cette prime et aussi que cet engagement, cette valorisation aille au-delà du temps de la crise, mais nous y reviendrons peut-être après. Alors peut-être Justin Bresse et Mathieu Tomaso sur ce point. Oui, tout d'abord, je voulais revenir par rapport à l'implication des ARS. Moi, je parlais sur la réforme du troisième cycle qui concerne les affectations des internes dans les terrains de stage. L'ARS est un interlocuteur essentiel étant donné que les internes sont affectés dans l'ensemble des centres hospitaliers et pas uniquement au sein des centres hospitalo-universitaires. Et donc, c'est un interlocuteur important. D'autre part, sur la question du statut en général, il y a la prime qui a été annoncée, qui va pas concerner l'ensemble des internes, et on trouve ça extrêmement dommage, étant donné la forte implication de l'ensemble des internes pour la prise en charge de l'épidémie. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que les internes, ce sont des agents publics qui travaillent en moyenne 58 heures hebdomadaires, qui sont très peu à la faculté, très peu en cours, qui sont en pratique dans les services, en spécialisation. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est avoir une reconnaissance en tant que telle, c'est-à-dire en tant que médecin,
et ne plus être considérés comme des étudiants ou comme des stagiaires, ce qu'on n'est absolument pas. Et ce qu'on voit bien au cours de l'épidémie, étant donné le niveau d'implication et la nécessité de ces internes qui représentent quand même, je tiens à le rappeler, dans les centres hospitalo-universitaires, 40% des médecins qui assurent la prise en charge des patients. Mathieu, vous vouliez intervenir, Lamia ensuite, et puis Patrice Ouais. Dio. Alors, rapidement. Et puis, je vous poserai également quelques questions qui nous sont envoyées. Allez-y. Sans Ouais. sans Alors, transition. concernant les ARS, je ne peux que rejoindre ce que disait Justin tout de suite. Et je voudrais parler un peu plus précisément de la prime, puisque vous parliez de reconnaissance du travail et de l'investissement qui a été celui des étudiants et des internes et des jeunes médecins lors de cette crise. Il faut rappeler que dès le début, comme ça a déjà été dit, nous étions tous là pour nous engager, nous réaffecter en fonction des besoins des hôpitaux, des différents établissements comme les EHPAD et également en ambulatoire. Et il faut rappeler que nous l'avons fait malgré des dotations parfois ridicules. Moi, en Normandie, par exemple, je suis en ambulatoire, on m'a dit au tout début de la crise que j'aurais 16 masques pour toute la crise, sans connaître encore sa durée. Malgré tout, nous y sommes allés, nous avons tous fait front face à cette crise. Nous avons réorganisé aussi, nous, en tant que structure avec toutes les structures des autres représentants qui sont là. Nous avons permis d'aider à réorganiser l'offre de soins en ce qui concerne les étudiants, les internes, les jeunes médecins, parce que le rôle n'était pas forcément assumé. Et là, maintenant, on découvre aujourd'hui qu'il y aura probablement des différences de traitement en termes de reconnaissance. Nous ne trouvons pas ça normal. Nous ne trouvons pas normal que l'investissement, qui a été le même pour tout le monde, soit traité de manière différente. Je voudrais demander à Patrice Dio, et ensuite peut-être Lamia interviendra. Je voudrais demander à Patrice Dio de répondre à ces questions qui nous sont adressées, qui sont évidemment importantes dans le cadre de ces concours et examens. Si la situation se tendait, on appelle maintenant, on a à peu près compris, deuxième vague d'épidémie, par exemple, ou en tout cas de nouvelles dispositions prises par les pouvoirs publics pour renforcer le confinement après le déconfinement, puisque rien n'est tout à fait arrêté. Est-ce que vous avez vous-même réfléchi à des plans B s'il y avait des questions qui se posaient sur la tenue des examens? Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut réfléchir ou pour l'instant vous pensez que les mesures qui sont prises sont celles qui se réaliseront, Patrice Dio? On est dans les plans B là. Hein. On est dans les plans B, dans ce que je vous ai décrit déjà. Ces plans, ils sont applicables sauf situation catastrophique, retournement de situation de l'épidémiologie, et donc, je dirais, situation de crise de l'ensemble du pays, de l'État, etc. Et à ce moment-là, il faudrait évidemment reconsidérer complètement la question, mais nous n'en sommes pas là, et je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité à ce moment-là de se projeter dans ce qui serait possible de faire ou de pas faire. Donc, sauf retournement de situation, le plan B semble correspondre à ce qu'on sera à la fois en mesure de faire et à ce qu'il est nécessaire de faire pour garantir l'intérêt et les droits des étudiants et leur sécurité. D'accord. Vous nous confirmez, parce que je souhaite évidemment que les choses, je reviens sur ces questions pour que tout soit bien compris, vous nous confirmez que la réforme du second cycle, du deuxième cycle, a bien été, comme vous l'aviez demandé au ministère, a été non pas reporté, mais en tout cas repoussé, reporté ou repoussé, comme vous le souhaitiez, c'est bien ça, hein? Beaucoup d'étudiants nous le demandent. On avait écrit, quand je dis on, c'est la conférence des doyens, avait adressé à nos deux ministres de tutelle, la santé et l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, un courrier demandant en effet le report de cette réforme. L'ANEMF, quelques jours après, a adressé un courrier regrettant d'une certaine façon que cette demande soit faite par la conférence des doyens, mais, et Sébastien pourra compléter,
exprimant une forme de compréhension et allant finalement dans le même sens. Et autant l'ANEMF que la conférence des doyens ont reçu, il y a 48 heures, un courrier des deux ministres confirmant une mise en place en 2 temps, finalement, de la réforme, telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, avec une application pleine et entière pour l'année 2021-2022, et puis des mesures intermédiaires pour les étudiants qui entreront en 4e année à la rentrée 2020. Voilà, vous voyez les uns et les autres que l'actualité, c'est sur UC2M News. C'est ici que nous avons toutes les informations les plus récentes, notamment sur les mesures qui sont prises pour les études médicales. Je voulais les uns et les autres vous poser, et ce sera la fin de notre entretien, des questions, en tout cas avoir une réflexion avec vous. Non, mais avec vous, mais oui, mais ça va vite. Mais je vais vous donner tout de suite la parole, Lamia. Je voulais avoir votre avis en particulier sur ce que sera, selon vous, l'organisation, la médecine, votre propre vie de soignant demain, après ce que nous espérons, évidemment, la fin de cette période, la fin heureuse de cette période. Lamia, d'abord. Alors moi déjà je suis anesthésiste, donc je vais retourner au bloc opératoire. Néanmoins, j'espère que... Mais vous êtes aussi responsable syndical. Et je suis responsable syndicale et justement à ce titre, j'espère que nous pourrons reprendre les négociations parce que je reviens sur cette histoire de prime qui est certes un beau geste pour saluer l'engagement des professionnels soignants au cours de cette crise, mais qui ne remet pas du tout en cause nos demandes en termes de revalorisation salariale, que ce soit pour les jeunes médecins en formation que sont les internes, et également pour les jeunes médecins que nous sommes et qui avons il y a des problèmes de recrutement quand même et de garder les jeunes médecins au sein de l'hôpital public. Deuxième point, on revient encore sur les questions de gouvernance. Comme vous avez pu le constater au cours de cette crise, dès qu'on laisse la main un petit peu aux acteurs de terrain, que sont évidemment les médecins, mais également finalement les directeurs d'hôpitaux un petit peu, à qui on a laissé un peu plus de mou en termes financiers pour gérer cette crise, et aux ARS, finalement les choses fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire que quand on laisse un peu le personnel médical s'exprimer sur ses besoins et sur comment on peut organiser les choses, ça roule beaucoup mieux. Donc peut-être un peu plus de gouvernance médicale au sein de nos administrations hospitalières. Oui, ça j'imagine, Patrice Dio, que ça sonne bien à vos oreilles, non, de médecin. Un mot, parce que la recherche également fait partie de vos prérogatives, en tout cas de vos responsabilités ou centres d'intérêt, et peut-être également ce que vous aura appris cette crise sur l'organisation de notre système de santé, dont une partie dans les CHU est sous votre responsabilité, en tout cas de vos engagements. Et puis chacun dit un petit mot de conclusion. Nous terminons cette émission dans quelques instants. Patrice Dio. À propos de la recherche, ce qu'a montré cette crise, c'est qu'on est capable dans notre pays de mettre en place des études beaucoup plus rapidement qu'on était capable de le faire avant la crise. Et ça, c'est une avancée. Les études cliniques. Les études cliniques. C'est une avancée majeure parce que on était en train de se faire décrocher par le reste du monde, en tout cas des pays auxquels on pouvait se comparer. Et là, on a une espèce de démonstration là qu'on peut être beaucoup plus efficient. Et je pense que ce sera la leçon à en tirer, avec la nécessité de bien articuler la recherche clinique. Vous avez eu raison de relever ce terme, avec la recherche plus en amont. Et c'est vrai que les facultés de médecine, les universités doivent être au cœur du pilotage de l'ensemble du dispositif recherche en médecine. C'est un point essentiel. Pour ce qui est ensuite du système de santé, Lamia a raison. On a vu l'importance, là encore en termes d'efficience, d'aller vers une déconcentration des processus de décision. Et encore, je pense qu'il faudra aller plus loin. C'est un élément absolument majeur, avec aussi comme autre élément, cette redécouverte du fait que les enjeux de santé publique ne sont pas liés uniquement au vieillissement et aux polypathologies et aux comorbidités des personnes âgées qui existent et dont il faut s'occuper, mais également au risque de grandes pandémies ou de grandes catastrophes sanitaires. Donc réinventer la médecine des catastrophes et décloisonner les disciplines médicales. On a vu à trop quel de point spécialités. Oui. Est-ce que je voulais
poser une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, peut-être, qu'il y a trop de spécialités en médecine? On a un peu ce sentiment vu d'un peu plus loin que vous, j'imagine, avec peut-être, comme l'avait abordé Justin Bresse, notamment une réforme du 3e cycle qui est en place et qui n'avait pas été, enfin évidemment, qui n'a pas été organisée à l'examen de ce qui vient de se passer dans notre pays. Un commentaire et puis je voudrais terminer de nos autres invités. Il faut effectivement savoir faire son autocritique. Je suis de ceux qui pensent que on est allé trop loin dans la segmentation. On a multiplié depuis le consulat, puisque c'est le début des spécialités médicales de l'externat et de l'internat, on a multiplié les spécialités. On a même créé des surspécialités qu'on appelle des FST et des options. Je pense qu'il faut faire attention au fait que tout médecin devrait être capable, peut-être pas de prendre en charge toute urgence, mais en tout cas de ne pas être complètement démuni face à une situation d'urgence. Je prends cet exemple-là parce que c'est typiquement la culture médicale qu'il faut qu'on partage. Et donc, je pense qu'il faut réinventer une forme de transversalité et veiller au maintien d'une culture médicale commune. Sur les conditions, et on terminera comme cela, sur les conditions de vie des jeunes médecins, Justin Bresse, Mathieu Thomazeau, Sébastien Villard. Oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à tirer 3 enseignements de cette crise. Par rapport aux internes, l'enseignement, c'est surtout de rappeler que voilà, ce sont des professionnels qui sont plus qu'à temps plein, étant donné qu'ils font du 58 heures hebdo, qui sont en première ligne et qui sont pleinement à l'hôpital, et il faut une vraie reconnaissance de l'engagement de ces professionnels qui n'ont pas hésité à monter au front alors qu'il y avait un total manque de matériel de protection. Ils ont mis leur santé en jeu sans même réfléchir à la question, et ça, je pense qu'il faut savoir le reconnaître. Les 2 autres enseignements, rapidement, c'est la première chose, c'est que il faut qu'on comprenne que notre système économique ne fonctionne pas sans le système de santé, que le système de santé est la base de notre système économique, et que quand l'ensemble des professionnels de soins étaient dans la rue en train de manifester pour demander quelques millions qui n'ont pas été accordés, et que l'économie de matériel de protection et notamment des masques a entraîné au final un confinement de la population et des milliards de pertes de revenus de notre économie, il faut bien qu'on comprenne que c'est un non-sens. Et le 3e point qui est lié à celui-ci, c'est qu'il faut comprendre que notre système de santé, il fonctionne parce que les soignants prennent les bonnes décisions, parce qu'ils montrent l'adaptation et parce qu'ils savent ce qu'il y a besoin pour leurs patients. Ce n'est pas le système administratif de la France qui a permis de prendre en charge cette épidémie. Au contraire, on a vu qu'il y a eu de multiples ralentissements. Ce qui a permis l'adaptation, c'est la prise en compte et la prise en charge par les systèmes de soignants, les médecins, mais aussi les autres soignants, c'est important de le rappeler, la réorganisation et l'implication. Oui, je rejoins ce que dit Justin. Oui, de jeunes médecins, allez-y, oui, on termine Je vraiment rejoins après. ce que dit Justin, puisque clairement, je pense que notre organisation hospitalière manque de souplesse au quotidien. D'ailleurs, il y a eu quand même des couacs, notamment par exemple à la phase initiale dans la région du Grand Est, où on avait des retours de personnel des cliniques et des cliniques privées qui n'étaient pas mises dans le système qui n'étaient pas intégrées à la prise en charge des patients. Et donc, en fait, quand on laisse faire ce que les praticiens trouvaient complètement ahurissant, et en fait, on voit bien que quand on laisse faire les professionnels de terrain, la réponse est beaucoup plus adaptée. J'aimerais aussi revenir sur la question des équipements de protection rapidement, sur la question des équipements de protection individuels qui ont manqué. Alors que ce soit à l'hôpital, il faut savoir à l'heure actuelle que on compte non seulement les masques mais également les surblouses et qu'on les relave alors qu'ils sont censés être à usage unique. Et sur la situation des médecins libéraux qui, pour certains, ont dû vraiment exercer dans des conditions très difficiles. On a bien compris que jeune médecin est très engagé sur ces sujets. Mathieu Thomazeau, un mot pour terminer également, et puis Sébastien.
allez-y, si vous le Ouais, souhaitez. donc, Sinon, ce dont on se rend compte, c'est effectivement que là, cette crise, elle apporte des changements, comme toute crise, et on espère que des leçons en seront tenues. Pour ce qui est de l'engagement des jeunes médecins, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une oui, reconnaissance de cet engagement serait intéressante et pas un message clivant comme celui qui est porté par le gouvernement actuellement en faisant une reconnaissance différenciée en fonction du lieu d'exercice. Et puis enfin, là, je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte que finalement, cette crise n'est que la continuité d'un, de, d'une politique de restriction, et je pense qu'on en fait aujourd'hui le constat, et tout particulièrement nous en tant qu'internes de médecine générale, on s'en rend compte lors de notre vécu du lien ville-hôpital par exemple. On se rend compte qu'au début de la crise, le lien ville-hôpital n'a pas du tout été sollicité, c'est-à-dire que mm, on s'est rendu compte que lorsque les hôpitaux ont eu besoin de suivi de leurs patients, il y a eu d'accord. des structures des structures C'est vrai. hospitalières qui ont été créées pour suivre les patients en ambulatoire, alors que pourtant c'est une hérésie, parce que cette prérogative est pourtant le système de santé Nous ambulatoire. avons, Donc oui, c'est dommage de Mathieu, réinventer en catastrophe pour faire merci. face à une crise des D'accord. systèmes qui existaient déjà. Je vous propose, excusez-moi, mais il faut que nous terminions. Je vous propose, Mathieu, Oui. que nous revenions sur ces questions dans une autre émission. Sébastien, un mot, et je donnerai la conclusion, peut-être avec Patrice Dio. Oui, allez-y, Sébastien. Très brièvement, et Oui, je très vais donner brièvement. un chiffre. C'est le salaire d'un externe actuellement en temps de crise et puis en tout temps, c'est en quatrième année 1,29 € brut de l'heure. Et c'est vraiment une question parce que les indemnités de stage de tout étudiant de l'enseignement supérieur, c'est 3,90 € de l'heure, et les étudiants en médecine ne comprennent pas pourquoi il y a une telle différence et pourquoi elle persiste. En tout cas, avant la crise, les ministres Olivier Véran et précédemment Agnès Buzyn ont annoncé une revalorisation du salaire des externes, et nous espérons qu'elle sera à la hauteur de l'attente des étudiants. Aussi, poursuivre notre travail sur une instruction ministérielle pour rappeler les droits simples des étudiants en médecine, comme la mise à disposition d'une chambre de garde, ou encore le respect du repos de D'accord. sécurité, et puis aussi la construction d'une convention de stage pour définir les droits des étudiants et les objectifs pédagogiques. Merci. Patrice Dio, pour terminer, vous êtes fier et satisfait de vos jeunes étudiants et des jeunes médecins, et d'une manière générale des médecins que vous formez. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent, non? Ah oui, mais ça, c'est une qualité qu'il faut avoir quand on se destine à être médecin ou à être un soignant. Bien sûr que je suis fier d'eux. Ils nous ont montré à quel point ils sont matures. Vous les avez entendus ce soir, on les a vus sur le terrain. Ce sont effectivement des acteurs du système de santé dont il faut qu'on reconsidère la position, le rôle, la rémunération. Ce que vient de dire Sébastien est vrai, c'est tout à fait juste. Les étudiants en médecine qui sont en quatrième, cinquième, sixième année et qui sont en stage ont des rémunérations, des indemnisations, on pourrait dire, qui sont inférieures à celles des étudiants des autres composants de l'université qui font des masters. C'est vrai que ça n'est pas juste ça. Et donc, il faut reconsidérer tout ça. Nous essaierons de répondre sur les réseaux sociaux aux multiples questions qui ont été posées. On me fait remarquer que peut-être nous n'avons pas assez parlé des étudiants à l'étranger, des étudiants étrangers, etc. Oui, nous ne pouvions pas tout faire, mais je crois que ce que nous avons fait tous ensemble ce soir était utile, en tout cas informatif. En tout cas, nous souhaitons aux uns et aux autres les meilleurs moments pour évidemment nos meilleurs vœux pour leurs examens. Je remercie notre réalisateur Olivier Madard. Je remercie l'équipe qui a réalisé ce soir cette émission: Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, Julie Beltrami. Bon courage à tous et à toutes. Un salut amical à tous les soignants et à jeudi prochain. Merci.